Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Frédéric Laurent et Olivier Morel de la société Snowpack. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Rue. Bonjour. Alors Frédéric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc, je suis Frédéric, je suis un des 3 cofondateurs de Snowpack, le président de la société, et je suis l'inventeur principal des technologies VPN sur lesquelles nos offres reposent. Olivier ? Bonjour, Olivier Morel. Donc, moi, je suis directeur général adjoint chez Snowpack, startup que j'ai rejoint en septembre 2023. Et accessoirement, pour ceux qui me connaissent, trésorier de l'association Exatrust, qui avait déjà fait l'objet d'un podcast ici. Merci Olivier. Donc, quelles sont les problématiques que vous adressez chez Snowpack ? Alors, les problématiques qu'on adresse sont celles de cybersécurité, de se protéger des attaques informatiques et donc des pirates informatiques par un principe nouveau, un paradigme nouveau en matière de cyber qui est l'invisibilité. C'est-à-dire que nous, on va rendre invisibles afin de les protéger des utilisateurs et leur communication, des composants d'infrastructure du système d'information qui sont exposés sur Internet et des services exposés sur Internet, en partant du principe que si on ne vous voit pas, on ne vous attaquera pas. Alors, on connaissait le principe de la sécurité par l'obscurité, mais alors quel est le principe de la sécurité par l'invisibilité ? Alors, c'est le contraire, hein, le principe de la sécurité par l'obscurité, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Donc en fait, nous, on introduit la notion d'invisibilité parce que aujourd'hui, le paradigme de la cybersécurité, c'est la confiance. Donc si on souhaite se protéger sur les réseaux, sur Internet, on va soit se sécuriser avec notamment des technologies de chiffrement ou essayer d'être anonyme avec Tor ou des VPN. Et généralement, quand on utilise une propriété, de l'anonymat, on va pas faire de la sécurité et vice-versa. Ces technologies sont relativement orthogonales l'une entre elles. Et nous, notre technologie VPN utilise à la fois de la sécurité et de l'anonymat dans une sorte de cycle vertueux dans lequel on fait de la sécurité qui nous permet de faire l'anonymat qui renforce la sécurité. Et avec une grosse différence par rapport à toutes les technologies existantes, c'est que il n'y a pas besoin de nous faire confiance. Snowpack ou le provider de la solution de VPN n'est pas un tiers de confiance. Oui, mais enfin, si on dit sur Internet, c'est parce qu'il y a des services qu'on utilise dessus et donc il y a besoin d'un minimum de visibilité. Si on est invisible, comment on peut utiliser Internet ? Alors, bonne question. Évidemment, ce qu'on va rendre invisible, c'est tout ce qui n'a pas besoin d'être vu sur Internet. C'est-à-dire qu'un service public accédé par des centaines, des milliers, des millions d'utilisateurs, on n'a aucune raison de le cacher. Par contre, un service sensible, comme par exemple un web service qui est exposé sur Internet pour des fournisseurs spécifiques, une relation entre un client et sa supply chain, une API... C'est ce que fait pas déjà un firewall ? Alors nous, on va vraiment casser un firewall, c'est quand même trouvable. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée de ton SI qui a des ports, qui a une IP et qui a des informations qui sont trouvables par des attaquants. Et comme tu sais très bien, Hervé, un firewall n'est pas infaillible. Il peut y avoir des vulnérabilités type 0D ou autres qui vont permettre à des attaquants quand même de s'en saisir et de les exploiter. Nous, ce qu'on fait, c'est que le firewall, on peut le rendre invisible, tout comme le VPN, tout comme le web service, l'API ou n'importe quel service qui est exposé sur Internet, de telle sorte que, en gros, tu peux considérer que Snowpack, c'est la cape d'invisibilité d'Harry Potter qui te protège des hackers. Et en gros, pour y accéder, seuls ceux qui savent. C'est-à-dire qu'il faut Exactement. forcément déjà savoir comment accéder au service pour pouvoir y accéder. Est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport au nom de domaine en poids oignon pour Tor, où finalement, si tu connais pas ce nom de domaine, tu peux pas y accéder ? Exactement. Globalement, en fait, on a 2 modes, comme sur Tor. On a un mode Alice parle avec le monde, et donc le monde est visible, mais moi je vais essayer d'y accéder de façon invisible. Et il y a un mode comme les points oignons, les onion service ou les hidden service, où je vais accéder à certains services sur lesquels je ne connais pas l'adresse IP du serveur. Et d'ailleurs, ce mode de fonctionnement, Alice parle avec Bob, ou ce qu'on appelle nous le mode connecté, un fonctionnement un peu similaire à celui de Tor, sauf qu'on utilise nos propres protocoles et pas les protocoles en oignon de Tor. Ah oui, donc c'est une alternative
à ceux qui voudraient se mettre sur Tor. Oui, avec un côté plus positif que certains services point oignon qui sont assez connus, les Road Silk et tous les dérivés qu'il y a eu depuis, par exemple, ne sont pas venus sur Oui, enfin d'ici à ce qu'il y ait ce genre de clients qui utilisent votre solution. Tu sais, moi je connais beaucoup de gens, ils ont fait des solutions à des fins de cybersécurité, notamment pour, par exemple, des services diplomatiques qui avaient besoin de discrétion. Et finalement, les premiers et principaux utilisateurs sont les malfaisants pour qui cette furtivité est très pratique. Mais bon, je ne dis pas du tout que ce seront vos clients. Hein. Non, justement, pour contrer ces dérives, on fait un KYC, et donc Know Your Customer, on vérifie que ceux qui hébergent des services sur Snowpack sont bien des entreprises légitimes. Alors pour faire le parallèle avec Tor, pour accéder à Tor, il faut un Tor browser. Pour accéder à une ressource Snowpack, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un client aussi qui permet d'entrer sur le réseau Snowpack. On expliquera peut-être après. Ce client, il est disponible sur Windows, Linux, iOS, Android et bientôt macOS. Et ce client, finalement, il est très simple. Sur un téléphone, c'est un bouton en gros. Sur un PC, c'est un peu pareil. Et il permet d'accéder, de naviguer de façon anonyme et invisible sur Internet, sur le Deep Clear Dark Web, ce que tu veux. Et il permet d'accéder aux services invisibles qui sont protégés par la techno Snowpack. Donc par rapport à la question de Vladimir tout à l'heure, c'est exactement ça. Ces services n'ont pas d'IP sur Internet. On peut fermer les ports d'écoute de ce qui les héberge, je dirais. Et puis c'est uniquement à travers le client Snowpack qu'on pourra y accéder si on en a le droit. Oui, mais il y a quand même un VPN, quelque chose avec quelque chose au bout. Le quelque chose au bout, il ne peut pas du tout être attaqué. Globalement, oui. Le client ou connecteur sera du côté de l'utilisateur et au niveau du serveur qui est hébergeant le service. Et lui, globalement, il fonctionne un peu comme si on prend Tor. Il va aller l'administrateur peut fermer tous les ports d'écoute. Il n'y a plus besoin de ports d'écoute puisque la pénétration, l'entrée sur le service va se faire via une sorte de rendez-vous point, nous on appelle ça un Visible Bob, qui est distribué sur Snowpack, et seuls ceux qui ont besoin d'en connaître savent quels sont les points d'entrée sur Snowpack pour pénétrer ce service. Et donc le serveur peut fermer tous ses ports d'écoute, puisque de toute façon, pour rentrer sur ce service, accéder au service, on ne va pas sur le serveur, on va sur les points d'entrée qui sont distribués sur Snowpack. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué le fonctionnement, parce que depuis tout à l'heure on parle de Tor, etc., comme si c'était évident. Il faut peut-être expliquer comment fonctionne ce genre de réseau d'anonymisation comme E2P ou des choses comme ça. C'est que en gros, toi, avec un client effectivement qui a une espèce de proxy local, tu vas te connecter à une adresse IP qui correspond à un des nœuds de ce réseau, et à partir de là, tu as un chemin qui se fait en plusieurs nœuds, qui te permet chiffré, qui te permet entre guillemets d'anonymiser le trafic, et en gros, c'est impossible théoriquement de retrouver le chemin, de savoir d'où tu viens et où tu vas. Oui, c'est à peu près ça. Donc nous, avec une spécificité qui nous est propre et qui nous démarque vraiment de Tor, I2P, I2P un peu plus peut-être, c'est que globalement, nous, une route sur Snowpack ne va pas être juste un circuit avec différents proxys. Ça va être une route va être composée de plusieurs chemins parallèles. Et globalement, pourquoi est-ce que l'on fait ça ? C'est qu'en fait, au lieu de juste avoir, comme sur Tor, un circuit sur lequel on va onioniser, donc chiffrer plusieurs fois la donnée pour progressivement la déchiffrer proxy après proxy, sur un mode comme ça sur Tor, globalement, il y a toujours la donnée. Elle a beau être chiffrée, mais il y a toujours la donnée qui est contenue dans les paquets qui sont envoyés. Et si il y a sur le circuit un élément, par exemple un des proxys ou n'importe qui écoute sur le chemin, qui est en capacité de déchiffrer l'oignon, il accédera à la donnée. Nous, ce que l'on fait, c'est pour ça qu'on parallélise la route en plusieurs chemins, c'est qu'on va fragmenter les données sur plusieurs chemins avec un mécanisme de secret partagé qui repose sur le XOR, de telle façon à ce que, comme on latéralise en fait la communication, il n'y a plus besoin d'avoir confiance dans aucun des nœuds qui composent Snowpack, puisque indépendamment de leur capacité de calcul, ces nœuds ne seront jamais en mesure d'obtenir la donnée, même avec un ordinateur quantique ou quelque chose de plus puissant dans un futur très lointain. Ils n'arriveront jamais à trouver la donnée, puisque tout ce qu'ils pourront trouver, c'est des bruits, et parce qu'il faudra trouver le ou les bruits complémentaires qui se baladent ailleurs sur les autres chemins parallèles qui ont été choisis par l'utilisateur.
Mais chaque communication est disséminée sur une multitude de canaux. C'est ça. C'est ça, dans la techno Snowpack, il y a plusieurs principes qui constituent la technologie. Il y a d'abord ce qu'on appelle un network overlay, donc un sur-réseau d'Internet qui est composé de nœuds. La donnée, elle est anonymisée en enlevant les informations IP, metadata des paquets IP. Elle est envoyée sur le réseau Snowpack à travers différentes routes et elle est fragmentée en ce qu'on appelle nous des flocons, d'où le nom Snowpack. Et en gros, le réseau Snowpack, c'est une tempête de neige. C'est-à-dire que c'est un bruit global qui fait que même nous, Snowpack, ne savons pas l'information, ne connaissons pas l'information, ce qui rend nos clients indépendants de notre technologie. Ils n'ont pas besoin de nous faire confiance, on ne voit pas passer les choses. Et là, aujourd'hui, le protocole, il est propriétaire. Alors, Il n'y a pas de volonté de standardiser le protocole, si j'ai bien compris. pour l'instant, il est développé par Snowpack. Tous les grands principes sont publics, puisqu'il y a un brevet qui les protège. À terme, on a pour objectif de le rendre public. Alors déjà, on le partage assez largement avec nos clients et nos utilisateurs, mais on a la volonté de le rendre public parce que on considère que on dit à nos utilisateurs, vous n'avez même pas besoin d'avoir confiance parce que oui, notre protocole fait qu'on n'a aucun moyen de remonter à l'information, mais c'est sous réserve que nos nœuds, les nœuds Snowpack utilisent bien le protocole et pas quelque chose de dérivé et dégradé. Et donc on a la volonté à terme de le rendre public, oui. Alors ça, c'est beau sujet que tu abordes. C'est bien que tu abordes les nœuds, parce que par rapport aux nœuds, justement, qui déploie des nœuds, qui possède les nœuds, et en fait, est-ce que vous êtes soumis à l'attaque des 50%? En gros, si tu possèdes 50% des nœuds, tu peux potentiellement désanonymiser et savoir ce qui se passe. Alors, on possède une partie des nœuds, il y en a qui sont opérés par des partenaires, et certains clients qui le souhaitent peuvent opérer des nœuds, puisque le fait de participer, de contribuer au réseau, va renforcer l'anonymat et donc l'invisibilité de l'utilisateur. Aujourd'hui, on n'a pas encore tant de clients qui opèrent des nœuds, mais on a vraiment une volonté de distribuer le maximum l'opération des nœuds. Et d'ailleurs, on veut même aller plus loin, c'est que on a un brevet qu'on a déposé l'été dernier qui va permettre aux utilisateurs de challenger le code qui tourne sur les nœuds pour vérifier que c'est bien le nœud. Que c'est bien le code Snowpack et pas un code modifié, donc il va permettre de renforcer la confiance que l'on va avoir dans les différents nœuds. Pour éviter ces attaques où typiquement si j'ai plein de nœuds et que j'ai accès à la mémoire, je vais pouvoir faire des choses. On est bien sûr, si j'opère tous les nœuds, il y a un potentiel de risque parce que je peux faire des corrélations entre les entrées et les sorties, mais on a fait une étude que l'on n'a pas encore publiée, mais qu'on peut partager bien volontiers, où on montre les différences entre par rapport aux attaques que tu évoquais, la différence avec Tor. Typiquement avec Tor, à peu près à partir de 20 ou 30% des nœuds, ça devient délicat. L'anonymat va se dégrader. Ouais, ça, c'est plus facile. Nous, on a beaucoup plus on est plus résilient à ça, mais forcément, si j'ai 100% des nœuds, en théorie, je peux faire des attaques de corrélation. Ouais. Ok. Mais alors sur la crypto quand même, je suppose qu'il y a de la crypto, mais ça marche comment? Ça utilise quelle primitive? Parce que vous avez parlé de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, il y a certaines failles d'algorithmes, mais pas d'autres. Si demain j'ai besoin d'attaquer quelle crypto pour pouvoir éventuellement attaquer le protocole? Alors, on utilise du chiffrement par ailleurs. Faut pas on utilise notamment l'oignon pour la création des routes. Même si on utilise en plus de l'oignon un mécanisme de secret partagé qui fait que globalement, si j'essaye d'écouter au moment d'une création de route, je n'ai aucun moyen de savoir que la route part d'Alice si je suis au milieu de la route et que ça va vers Bob. J'ai aucun moyen de le savoir. Mais nous, au-delà du chiffrement, on utilise le XOR. Donc globalement, j'ai une donnée. Je vais créer, par exemple, si j'essaye de te parler via Snowpack, on va créer une route composée d'au moins 2 chemins. Et moi, tous mes paquets, ils vont être anonymisés d'un point de vue IP. J'ai pas besoin de connaître ton adresse IP, t'as pas besoin de connaître la mienne puisqu'il y a déjà une route. Je vais créer un bruit. C'est notre premier flocon. C'est un bruit qui est pas du tout lié à la donnée. Je vais le XORer avec le paquet IP anonymisé. Je vais obtenir un deuxième bruit. C'est le deuxième flocon. Et c'est ces flocons que je vais envoyer dans chacun des chemins. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir confiance dans le nœud, puisque le nœud ne voit passer que
un bruit qui n'a aucun lien avec la donnée. La seule façon d'attaquer, en fait, ce que l'on a montré, c'est que la seule façon de mener des attaques sur Snowpack, en fait, c'est de brute forcer le réseau. Parce que si j'ai un flocon, il faut que je trouve l'autre flocon qui se balade ailleurs sur le réseau, sachant que tous les flocons sont des bruits anonymes avec un certain padding. Et donc, en fait, la seule façon d'attaquer, ça va être de casser notre PKI parce qu'on fait quand même du TLS entre tous les nœuds, notamment. Ça va être de casser notre PKI, celle de nos partenaires et de certains clients qui opèrent des nœuds. Ça va être ensuite de déployer des sondes sur tous nos nœuds ou entre tous nos nœuds. Là, on arrive à des groupes d'hackers, ça peut commencer à être compliqué, mais les États peuvent tout à fait le faire. Un État-nation peut tout à fait, normalement, si le réseau n'est pas suffisamment grand, ça reste faisable pour un État-nation. Mais ensuite, ce qu'il va devoir faire, c'est enregistrer le réseau dans son intégralité, parce que pour trouver chaque fois, pour un flocon, trouver le complémentaire. Et comme tous les flocons sont similaires, la seule façon, en fait, ça va être de la combinatoire, c'est essayer, une fois que j'ai la main sur un flocon, essayer tous les autres flocons qui circulent sur le réseau à ce moment donné pour trouver le complémentaire. Et donc là, on arrive sur une complexité des opérations, donc l'entropie va dépendre d'une loi de puissance du nombre de flocons. Donc plus on a d'Alice, plus on a de Bob, plus on a de trafic, plus on a de débit sur le réseau, plus ça va être compliqué. Et comme si par exemple pour une route j'ai 2 chemins, ça va être le carré du nombre de flocons, très rapidement ça devient très compliqué. Et même dans ce cas-là, si l'attaquant est en capacité de le faire, enregistrer un réseau, même pour un État-nation, ça va devenir très compliqué, plus ensuite faire les opérations de combinatoire, ça va être encore plus compliqué. Mais dans tous les cas, même s'il y arrivait, l'attaquant tomberait sur des paquets IP où il n'y a ni l'adresse IP d'Alice, ni l'adresse IP de Bob. Et donc, il va falloir qu'il écoute tous les paquets IP pour comprendre ceux qui ont un sens par rapport à une communication entre Alice et Bob. Et donc, très rapidement, en fait, ça devient impossible, même pour un État-nation, de faire ce type d'attaque. Et tu dis, vous avez montré, mais tu veux dire, vous avez procédé à une évaluation formelle, une sorte de modélisation de preuve de protocole ou... Alors ça, c'est en cours, c'est quasiment terminé. Alors pour le coup, on l'a pas encore sorti parce que ça fait partie d'une thèse d'une thèse CIVRE qui est en cours. Donc ça fera partir du rapport de thèse de notre thésard Guillaume dessus. Mais oui, c'est en cours. Ça a été démontré d'un point de vue formel. Est-ce qu'en fait, il y a un certain nombre de propriétés, par exemple, est-ce que vous avez de la forward secrecy? Oui. Si à un moment, effectivement, on arrive à casser une clé, est-ce que on peut... En fait, la clé est générée à chaque paquet IP. Il y a pour chaque paquet IP qui va être envoyé sur le réseau, il va y avoir un bruit et un bruit complémentaire qui va être généré. Et donc, à chaque paquet, il faut retrouver le flocon et le flocon complémentaire ailleurs sur le réseau. Et en fait, ça dépend vraiment des propriétés cryptographiques de l'opération XOR. Mais tu vois, en tant que client, moi, j'aime savoir si, par exemple, je perds, tu parles de clé de PKI, si, par exemple, je me fais compromettre ma clé de PKI, j'ai besoin de savoir si c'est un événement catastrophique ou si c'est juste, ça va juste impacter le trafic qui est généré à partir du moment où la clé a été volée, par exemple. Donc, la connaissance du protocole permet de comprendre ses propriétés de sécurité et donc de prendre les bonnes décisions en matière de risque. Mais là pour le coup, globalement, en fait, chaque paquet a une clé. Donc, si jamais le flocon et le contre-flocon, enfin le flocon complémentaire a été trouvé, ça serait pour un paquet. Mais si ça a été trouvé, vous pourrez se dire, ok, pour l'ensemble de la communication, c'est fait. Mais chaque route, il suffit de générer autant de routes, avec un certain laps de temps. Et ça fait d'ailleurs partie des travaux de thèse en cours, qui sont comment est-ce qu'on va quantifier l'invisibilité. Parce que typiquement il y a une entropie au niveau du réseau Snowpack qui dépend d'une loi de puissance du nombre de flocons, mais ensuite il y a une entropie propre à chacune des routes, puisque si j'utilise une route pendant un temps infini, l'entropie va diminuer naturellement, puisque quelqu'un qui observe le réseau va pouvoir commencer à faire des corrélations sur le fait qu'il y a sur le réseau, il y a peut-être une route qui va se dessiner dans le temps. Donc, toute cette mesure de l'entropie, de ce que nous on appelle la qualité d'invisibilité ou la qualité de sécurité pour l'instant et à terme la qualité d'invisibilité, ça fait partie de nos travaux de recherche qui sont en cours. Il y a eu des... Je peux préciser,
On peut préciser, excuse-moi Nicolas, que Snowpack c'est une spin-off du CEA et que Frédéric et un des 2 autres cofondateurs sont aussi des anciens du CEA et donc des chercheurs issus de ce centre de recherche français européen. Alors, il y a eu des initiatives similaires, pas forcément au niveau réseau, mais plutôt au niveau chiffrement, de gens qui effectivement ajoutaient du bruit pour chiffrer en partant sur la théorie du signal, ou qui faisaient du partage de données pour que les données ne puissent pas exister dans leur entièreté à un seul endroit. Ils ont tous péché par leur générateur d'aléas, puisqu'en fait c'est la clé du système là-dedans. Si tu es capable de prédire la génération d'aléas, en fait tu peux probablement décoder pas mal de choses. Est-ce que vous avez eu des évaluations tierces, on va dire, de la partie implémentation ? Je ne parle pas de la théorie du protocole, parce que d'un point de vue mathématique, peut-être que c'est bon, mais les systèmes physiques ont des limitations. Et typiquement, générer de l'aléa en très très grande quantité, c'est un problème si tu n'as pas de générateur hardware, quoi. Ouais, alors ça c'est une très bonne question. Donc 2 réponses à ça. La première, c'est que l'on se lance dans une CSPN, donc qui va plutôt regarder, parce que c'est l'exercice CSPN qui veut ça, qui va justement regarder l'agent et donc la capacité à générer des bruits. L'autre élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, oui, on utilise des librairies pour générer le bruit, mais à terme, on va permettre à l'utilisateur de choisir son propre système de génération de bruit. Nous, on en propose, mais l'utilisateur doit pouvoir utiliser celui avec lequel il est le plus confortable. Au hasard, alors sans donner la marque du téléphone, mais il y a un téléphone asiatique, on va dire, qui implémente de haut de gamme, qui implémente des générateurs de nombres aléatoires basés sur le quantique. On recommande d'utiliser ce système pour avoir une génération aléatoire de bien meilleure qualité. Oui, à l'inverse, si tu utilises une instruction comme RDRAND dans les processeurs modernes, les gens, si toute ta crypto est basée là-dessus, les gens vont peut-être te regarder de travers. Mais c'est une autre histoire. Et alors, est-ce que dans votre réseau, vous anticipez des problèmes d'abus ? Enfin, abuse en anglais, je ne sais pas si c'est la traduction exacte. Parce que le réseau Tor est utilisé de manière, on va dire, essentiellement malveillante, on ne va pas se mentir. Enfin, en tout cas, en volume. Le problème, c'est qu'à un moment, quand on est l'éditeur commercial d'une solution, on a possiblement plus de responsabilités par rapport à ce qui transite que, on va dire, un projet éducatif et associatif comme le réseau Tor. En gros, est-ce que vous avez des pressions pour implémenter les backdoors et être capable de pouvoir sélectivement interdire ou remonter du trafic ? Alors, des backdoors, non, en fait, par construction, c'est même une problématique pour nous par rapport à certaines législations extraterritoriales au hasard d'un pays allié assez puissant et de l'autre côté d'un océan. FISA, c'est la section 702 typiquement, où voilà, c'est un gros point d'interrogation parce que par construction, il ne peut pas vraiment y avoir de backdoor chez nous. Par contre, clairement, nous, si nous faisons un KYC pour les entreprises et pour les utilisateurs gouvernementaux, la question est beaucoup plus délicate au niveau des utilisateurs individuels. Et typiquement, il nous a été vivement conseillé, je vous laisserai interpréter cette phrase, que globalement, en fait, si vous téléchargez Snowpack en tant qu'individu, vous aurez la même version que celles des entreprises ou d'autres utilisateurs évolués, mais vous serez logué. Et une des grosses différences, c'est que, comme aujourd'hui, tout système qui est commercialisé au hasard des VPN, même ceux qui sont basés dans des pays comme la Roumanie, qui n'est pas censé avoir de législation là-dessus, ce qui est complètement faux, mais nous sommes obligés de loguer les individus. Et ce que nous faisons, c'est que ce n'est pas notre réseau ne voit rien. Donc on ne peut pas le loguer au niveau du réseau, c'est le device qui va faire des logs. Il va par exemple regarder Frédéric, donc c'est mon adresse email, tape tel IP no limit sécu à telle heure et renvoie ça via Snowpack sur les serveurs Snowpack parce que sinon nous n'aurions pas eu le droit d'opérer en Europe. On a beaucoup parlé de passerelle VPN, de firewall et de toutes les failles qu'il y a dans ces produits. Une des raisons principales des failles, c'est
on va dire, technologie antédiluvienne. Ça peut être du Perl, ça peut être du C écrit à la main. Comment vous essayez de vous prémunir contre les failles logicielles ? Est-ce que vous avez, je sais pas, du Rust, de la génération de code, de la preuve formelle, des choses comme ça ? Alors aujourd'hui, on est en C. On a eu un long débat en interne entre C et Rust. On croit beaucoup en Rust. On a choisi C pour des questions de ressources en termes de développeurs. On prévoit une preuve formelle sur notre code et on migrera, lorsqu'on aura un peu plus de ressources, on migrera une partie du code de C en Rust. C'est prévu. Mais aujourd'hui, oui, on est en C. Par contre, on essaye vraiment d'être vraiment attentif à toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et on sait qu'on sera... on sait qu'on fera des erreurs à un certain moment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va rendre notre code open source, et également pour ça qu'on compte mettre un programme de bug bounty pour justement parce qu'on sait qu'on est humain et qu'on pense pas être infaillible. On fera des erreurs sans doute, mais on veut donner les possibilités à la communauté de nous alerter sur les erreurs éventuelles que l'on aura faites. Quand tu parles du code, c'est le code source du client, du serveur, enfin des nœuds ou les deux ? C'est l'ensemble. D'accord, mais alors tu parlais tout à l'heure de loguer, effectivement, à chaque fois que j'accède quelque part, loguer ce que je fais, mais qu'est-ce qui m'empêche de reprendre ton code, de le compiler et de virer justement la partie traçabilité C'est une des raisons pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas encore mis à disposition le code. C'est des choses, c'est un des petits problèmes que l'on doit résoudre avant de pouvoir mettre à disposition le code. Sachant qu'on a quand même une différence par rapport à Tor ou par rapport à I2P ou les autres, Lokinet, enfin tous les réseaux d'anonymat, c'est que à la différence d'un certain nombre de ces réseaux, nous faisons un contrôle d'accès. Donc nous pourrions faire une vérification du code de l'agent avant la connexion pour vérifier que c'est bien l'agent avec le code Snowpack et pas un code sur lequel au hasard la fonction log aurait été désactivée de façon volontaire et en essayant de nous le cacher. Et j'avais une autre question parce qu'on parlait beaucoup crypto, on a parlé des différents chemins, etc. Et en termes de performance, ça donne quoi ? Alors, nous, on a un motto qui est n'ayez jamais confiance en personne, ni même en Snowpack, donc testez-nous. Je vais vous donner des performances, mais le mieux, c'est que vous le testiez par vous-même en téléchargeant Snowpack. Mais globalement, nous, aujourd'hui, on rajoute 2 millisecondes sur la route physique. Oui, ça va. Aujourd'hui, nos nœuds sont à 1 gigabit par seconde de traitement de flocons. D'ici quelques mois, nous serons à 5 gigabits par seconde. Aujourd'hui, on sait que notre techno peut monter très facilement jusqu'à 8-12 gigabits par seconde. Bien sûr, il faut des nœuds un peu puissants, mais notre code, on sait qu'il peut scaler jusque-là. Notre limite actuelle, c'est notre implémentation de TLS qui devra être modifiée pour pouvoir aller au-delà à terme. Et on sait qu'on peut monter facilement jusqu'à 40 gigabits par seconde par nœud. Et les routes, on est à peu près à jusqu'à 300 mégabits par seconde par route. Donc un utilisateur qui a un tuyau suffisamment gros peut avoir lancé plusieurs routes et il aura des débits, comparé aux utilisateurs, à ceux qui utilisent, à la qualité de service de Tor, vous voyez quand même une certaine différence. Ouais, Tor, Freenet, I2P, c'est quand même particulièrement lent, mais bon, il y a une grosse latence, mais après c'est pas fait pour avoir une vitesse rapide, quoi. Mais les gens qui sont intéressés par ce genre de technologie, est-ce que ce sont vraiment ceux qui veulent se défendre ? Est-ce que c'est pas plutôt des services d'attaquants qui ont besoin que leur serveur de contrôle et de commande soit invisible et communiquent de manière invisible avec leur cible ? Alors, les gens qui utilisent la techno Snowpack aujourd'hui sont différentes natures, puisque la technologie qu'a expliqué Frédéric, elle se décline aujourd'hui sous la forme de 3 offres, selon si on protège plutôt des utilisateurs ou leur activité, ou si on protège plutôt de l'infrastructure ou des services exposés sur Internet. Oui, historiquement, je pensais à l'infrastructure de systèmes d'attaque et d'espionnage
ou des autres. Alors, effectivement, c'est arrivé par des utilisateurs qui ont une activité type investigation numérique, anonymat, visibilité sur le darknet. Tu prends par exemple une entreprise qui fait de la cyber threat intelligence, qui va utiliser Snowpack pour être invisible et anonyme sur Internet et qui va ensuite exposer ses rapports, ses dashboards à son client sur la surface d'attaque de son client ou sur les indicateurs de compromission qu'il a pu trouver. Donc ce tableau-là qui va être hypersensible, il va le cacher avec un service invisible Snowpack. Donc effectivement, par extension, toute personne qui a besoin de cacher quelque chose pourrait utiliser la technologie Snowpack pour le cacher. Et donc d'où le KYC qu'exprimait Frédéric, puisque nous, en fait, on a quand même une solution qui a l'ambition d'être vertueuse et qui n'a pas l'ambition de servir à des attaquants. C'est peut-être un petit peu naïf, mais en tout cas, ce KYC sert à ça. Et donc, lorsqu'on veut tester la partie cliente, on télécharge et on la teste. Et si on veut tester un RSSI, par exemple, qui veut tester le fait de cacher une infrastructure, comment est-ce que ça se passe pour lui ? Alors là, il s'adresse à nous. On met en place par exemple un petit proof of concept, une preuve de concept de ce qu'il veut tester. C'est un temps très court parce que ça se déploie très facilement. On définit avec lui un cas d'usage, on protège ce qu'il a envie de protéger et puis il fait ses tests de son côté. Donc aujourd'hui, nous on a fait en sorte que la capacité à invisibiliser par exemple des services soit quelque chose de très simple et quelque chose qui puisse servir finalement aussi des fournisseurs de services, des MSSP, des ESN, des sociétés qui ont elles-mêmes des clients et qui vont vouloir protéger ces clients. Donc prends par exemple une assurance qui va vouloir assurer ses clients, elle va peut-être finalement proposer la technologie Snowpack pour sécuriser et leur proposer des services de cyberassurance par exemple, sans forcément que nous on ait besoin d'être systématiquement là. Donc la techno permet simplement finalement d'avoir une entité qui va gérer en quelque sorte son propre tenant et déployer des services invisibles sur ses différents clients. L'intégration de la solution pour masquer une infrastructure, elle se fait où ? C'est par exemple sur un serveur web, c'est un module Apache ou globalement, ça va être idéalement, si c'est un Docker, on fait juste on lance une petite commande dans le Docker et ça sera bon. Après, c'est plus au niveau de l'administrateur du service d'enrôler via notre console, d'enrôler les différents utilisateurs. C'est vraiment simple. Il choisit il rentre les adresses email de ces utilisateurs qui, s'ils ont un compte Snowpack, seront invités automatiquement. Ils verront apparaître un nouveau service dans la partie service du connecteur agent. Et c'est vraiment, le mieux c'est de voir une démonstration, mais ça prend c'est de l'ordre de la minute, quoi. Le lancement du service et l'enrôlement des utilisateurs. Et j'ai pas bien compris, le service il tourne au niveau applicatif, donc au niveau, c'est quelque chose que tu rajoutes par exemple sur ton serveur web ou c'est quelque chose que tu rajoutes sur ton firewall ou c'est quelque chose que tu typiquement sur c'est même sur le serveur, mais même au niveau du serveur, ça va être même sur si le serveur a un service on va lui donner une IP cachée, dans le Docker, ça va être à ce niveau-là. On peut le faire à différents niveaux. Nous, on conseille de le faire vraiment au niveau du service, même pas au niveau du serveur, pour pouvoir gérer de façon la plus fine les droits d'autorisation. C'est typiquement si j'ai un serveur qui va héberger 3 services différents et que je souhaite que tu aies accès au service A, B, mais pas au service C, j'ai tout intérêt à déployer 3 connecteurs sur chacun des services. Donc chaque service a une adresse IP privée et toi tu ne pourras accéder qu'aux 2 premiers, pas au 3e. D'accord. Ok, est-ce que vous souhaiteriez ajouter le mot de la fin ? Volontiers. Moi, je vais juste élever un tout petit peu le débat parce que c'était assez technique. J'espère que les gens ont compris que la technologie était sérieuse. Aujourd'hui, juste pour finalement, ça c'est hyper important puisque nous, comme on apporte un paradigme un peu nouveau en matière de cyber, l'invisibilité, il faut que ce soit tout à fait crédible techniquement parce que si demain on veut protéger des utilisateurs, c'est pas forcément des méchants attaquants ou des gens qui font de l'espionnage, mais c'est aussi des avocats, des soldats sur un théâtre d'opération. Ce sont des gens qui manipulent ou qui sont des personnes sensibles comme des VIP qui sont à droite à gauche sur des réseaux pas forcément sécurisés, des journalistes, des experts comptables. Donc tous ces utilisateurs-là qui sont sensibles aujourd'hui, on peut leur proposer
proposer une nouvelle façon de se protéger. Et toutes les organisations elles-mêmes qui sont sensibles, comme les hôpitaux, les collectivités, des entreprises comme les TPE, les PME qui sont aujourd'hui très cyberattaquées, eh bien en fait on peut les rendre invisibles. Et finalement, même si elles n'ont pas forcément les moyens de se sécuriser au niveau où des grands comptes du CAC 40 ou du SBF 120 se sécurisent, parce qu'ils n'ont évidemment pas du tout ni les mêmes moyens humains ni les mêmes moyens financiers, eh bien le fait d'être caché, ça évite quand même de se faire attaquer. Donc pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un peu c'est la morale d'une fable française. Eh bien, elle sied parfaitement bien à ce qu'est la technologie Snowpack aujourd'hui. Olivier, on a compris que tu cherchais des clients, mais au-delà, est-ce que vous cherchez à recruter? Est-ce que vous cherchez des revendeurs? Est-ce que vous cherchez des opérateurs pour héberger des nœuds? Est-ce que vous recherchez tout à fait autre chose? Et dites-le aux auditeurs de nos limites sécu. Eh bien oui, tu as complètement bien résumé, Hervé, merci. On cherche des partenaires puisque notre technologie s'intègre très facilement donc à des tas de gens qui peuvent apporter beaucoup de conseils à leurs clients, donc des partenaires revendeurs, apporteurs d'affaires. On cherche effectivement des fournisseurs sur lesquels on peut s'appuyer pour étoffer notre infrastructure Snowpack. Donc aujourd'hui, on a des nœuds qui sont déployés sur plusieurs cloud providers différents et en fait, on a des discussions avec pas mal de cloud providers pour étendre le réseau Snowpack au niveau mondial, donc avec des gens qui ont des capacités à avoir des serveurs partout dans le monde. On cherche également évidemment des early adopters et des adopters tout court qui vont démocratiser l'invisibilité sur Internet comme un des éléments qui vont composer la sécurité de demain, la cyber de demain. Bon, bien, Olivier, Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir, merci.